Bien, on passe aujourd'hui à un autre exercice maintenant. Autre chose, c'est les ondes de choc oblique. Oblique shock wave. Donc, soit l'écoulement supersonique de l'air avec gamma 1,4 et R égale 287, avec un Mach de 2 supersonique, la pression égale à 1 atmosphère et la température égale à 288 Kelvin. Cet écoulement, il est dévié à travers un angle de compression ou bien un angle de déflexion de la paroi, θ égale 20 degrés. La question, première question, déterminer le nombre de Mach, la pression statique et la température statique, et aussi la pression et la température d'arrêt, ou bien génératrice, immédiatement après le choc oblique. Bien. Deuxième question, calculer la variation d'entropie delta S à travers ce choc oblique. Si je peux schématiser mon cas, nous avons un écoulement incident avec un Mach 1 égale 2. Les lignes du courant sont droites. Il va rencontrer une déflexion de la paroi d'un angle θ. Donc, les lignes du courant, elles vont essayer de suivre la paroi. Donc, automatiquement, il y a une compression, donc création d'un choc oblique avec un angle de choc maintenant bêta. Très bien. La zone 1, c'est la zone qui est là, avant le choc, et la zone 2, c'est la zone qui est après le choc. On va appliquer notre stratégie. Donc, connaissant le couple nombre de Mach et la déflexion, d'accord, de la paroi qui est θ, pardon, là, il faut écrire θ, d'accord, ici, on a carrément un θ, d'accord, c'est l'angle de déflexion, très bien. Donc, je vais tirer l'angle de l'onde du choc oblique, bêta, à partir de ce diagramme. On l'appelle le diagramme θ, bêta, M. Bien. Θ, c'est l'angle de déflexion de la paroi. Bêta, c'est l'angle du choc. Et M, c'est le nombre de Mach incident. Ce diagramme qui est là, donc, j'ai par exemple dans mon cas, j'ai l'angle de déflexion θ. Je vais prendre sa valeur 20 degrés. D'accord. Je vais faire l'intersection avec un Mach. Les isolines de Mach sont là, en bleu. Un Mach de 2. Et je vais faire la projection directement sur l'axe de bêta et je tire mon bêta. Une fois que vous avez le bêta, qui est l'angle du choc, en rouge qui est là, vous pouvez calculer la composante normale de mon Mach incident, que je vais appeler MN1. C'est la composante normale. Très bien. La question, pourquoi on calcule la composante normale? Je vais voir quelle est la composante qui va attaquer le choc d'une manière normale. D'accord? Si je vais calculer, voilà le Mach incident ou bien la vitesse incidente, elle est comme ça. Ensuite, il y a une petite déflexion. Mais si je vais considérer maintenant les composantes normales, Mn1, je vais traiter la suite du problème comme un choc droit. Parce que ces composantes normales, par rapport au choc, ce choc par rapport aux composantes normales est considéré comme un choc droit et on a les tables de choc droit. Très bien. Donc les conditions en aval du choc oblique dans la zone 2 en fonction des conditions en amont, c'est-à-dire dans la zone 1, seront données directement par les tables de choc droit. Très bien. Mais les relations entre les conditions dans la même zone, elles sont données par des relations isotropiques. D'accord? Parce que avant le choc, ici, l'écoulement est isotropique. Après le choc lui-même, c'est un cas irréversible. Après le choc, vous avez un autre écoulement isotropique. Donc, si on veut relier les paramètres à l'intérieur de la même zone, on va travailler avec les tables isotropiques. D'accord? Mais là, il faut faire attention. On doit utiliser les nombres de Mach, M1 et M2. On ne va pas utiliser les composantes normales. Donc, si je veux réexprimer maintenant le M2, par exemple, à partir de Mn2, donc je vais appliquer cette loi. Donc, Mn2
c'est M2 sinus bêta moins θ. Très bien. Je vais faire mon analyse, je vais répondre aux questions. Premièrement, étant donné qu'on a le couple de valeurs Mach M1 égale 2 et θ, la déflexion de la paroi égale 20 degrés, je vais utiliser ce diagramme devant nous pour tirer bêta. Comment je vais faire? θ 20 degrés, elle est là. Donc je vais prendre l'horizontale, je vais la couper avec le Mach égale 2. Voilà le Mach égale à 2. Et le point d'intersection, elle est là. Donc je vais projeter directement pour avoir bêta. Donc je vais trouver un bêta de 53 degrés. D'accord? Une fois que vous avez le bêta, donc vous pouvez calculer la composante normale M1. M1 c'est M1 sinus bêta. Donc ça va vous donner 1,59. Justement, on va utiliser cette composante normale comme le Mach d'un choc droit pour tirer toutes les propriétés aval en fonction des propriétés amont. En utilisant l'étape de choc droit. C'est clair? Voilà. Donc j'ai mon M1 1,59. Je vais utiliser les fonctions du choc normal, la table, ou bien même les équations si vous voulez. Donc je suis entre ce point et ce point, 1,59. Je suis proche de ce point. Si on peut faire la moyenne, c'est mieux. Si on peut pas faire la moyenne, on va utiliser les équations carrément. Et on va trouver Mn2 qui est là. Donc c'est 0,6714. Le rapport des pressions statiques, ou bien appelé le taux de compression, c'est 2,7828. Et le rapport des températures statiques T2 sur T1 et aussi P02 sur P01. C'est les pressions génératrices ou bien d'arrêt de part et d'autre de votre choc. Elles sont données par 0,89. Et là, on n'oublie pas d'écrire les rapports avec 4 chiffres après la virgule. Pour les rapports. Pour le Mach, on peut se limiter à 2 chiffres après la virgule. Maintenant, le calcul des conditions statiques, c'est-à-dire T2 et P2 après le choc. Là, directement, vous avez le rapport qui est là, et vous avez le rapport là. P1 et T1 sont donnés dans l'énoncé de l'exercice. C'est, vous avez T1 qui est égal à 288 K, vous avez P1 qui est égal à 1 atmosphère, donc on peut calculer directement T2 et P2. Voilà, on trouve 397,75 K pour T2. Et pour P2, la pression statique après le choc, c'est 278 atmosphères. La deuxième partie de la question, de la première question, c'est le calcul des conditions d'arrêt après le choc, que je vais appeler T02 et P02. Là, je peux les calculer de plusieurs manières, ces conditions d'arrêt. La méthode la plus simple, c'est de travailler dans la même zone, c'est-à-dire dans la même zone où vous avez l'écoulement isentropique. Mais là, il faut travailler avec le M2. On ne va pas utiliser le Mn2, la composante normale. On va utiliser le M2. Donc, on doit revenir à M2. M2, il est égal à Mn2 sur sinus bêta moins θ. Mn2, calculé à partir des tables de choc. L'angle 53 moins 20, donc 33. Et j'obtiens un Mach 2 égale 1,23. Déjà là, on a une petite remarque. Après le choc droit, le Mach, il est toujours supersonique. Seul le cas d'un choc droit où on a le passage supersonique vers subsonique. Mais dans le cas d'un choc oblique, toujours, on aura un résultat, on aura un Mach supersonique. Bien sûr, il va diminuer, mais il reste toujours supersonique. Bien. Donc, comment je vais chercher la condition d'arrêt? P02, sachant que j'ai P2. Donc là, je vais travailler dans la même zone, un écoulement isentropique. J'ai le Mach M2 qui est entre ces deux valeurs. Je tire directement P2 sur P02. D'accord? Voilà. Qui est égal à 0,3958. Si vous pouvez faire la moyenne, c'est mieux. Sinon, utilisez les équations. Donc, je tire carrément P02 égale 7,03 atmosphères. Bien.
Maintenant, pour la température, de la même manière, je vais utiliser les tables isentropiques pour chercher le rapport des températures. D'accord? Et je tire, j'ai mon Mach égal à 1,23, donc il est quelque part entre ces deux valeurs. D'accord? Donc je tire ce rapport, la moyenne ou bien les équations, et je calcule mon T02, qui est égal à 518,4. On peut utiliser aussi les résultats des tables de choc. Là, pour calculer P0 dans ces parties, pour calculer P02 et T02, on a utilisé les tables isentropiques dans la même zone. Mais je peux aussi utiliser les tables de choc. D'accord? P02 sur P01, c'est 0,89,89. Donc, il me manque le P01. Là, je dois le calculer à partir de la table isentropique, mais dans la zone 1. D'accord? C'est-à-dire, on est dans la zone. Donc, on va corriger là. C'est la zone. D'accord? La zone 1. Dans la zone 1, vous avez un Mach de 2. Il est là. Donc, là, le rapport P1 sur P01 est égal à 0,1218. P1 gelé, c'est 1 atmosphère. Donc, automatiquement, P01 égale 7,82. Et je vais utiliser ce rapport qui est là pour tirer P02. Je le trouve 7,03. C'est le même résultat obtenu avec la première méthode. Voilà, 7,03. Donc, vous avez le choix d'utiliser tout ce que vous voulez. La deuxième question maintenant, c'est le calcul de la variation d'entropie à travers le choc appelé delta S. Puisque c'est un phénomène, le choc c'est un phénomène irréversible, donc il y a une perte, d'accord? Il y a une perte, il y a une dépense d'énergie, d'accord? Donc il est donné par delta S égale R, logarithme népérien de P01, P02. Il y a une perte de pression totale. Donc les chocs, elles donnent, tous les chocs, que ce soit normal ou bien oblique, ils donnent une perte de pression totale. C'est-à-dire P02 toujours inférieur à P01. Donc je vais remplacer R égale 287, logarithme népérien de ce rapport, ça va donner 30,71 joules par kilogramme. C'est la variation d'entropie qui exprime la dépense d'énergie due à la présence de votre choc oblique. Et là, bien sûr, on peut remarquer que si le choc il est faible, delta S sera faible. Et si le choc il est fort, delta S il est fort. D'accord? Par exemple, quand est-ce qu'on parle d'un choc faible ou fort? Si l'angle de déflexion il est très important, et l'angle θ, le bêta, l'angle du choc, il est très important. Et si vous augmentez l'angle de déflexion, vous augmentez aussi l'angle. Là, par exemple, je reviens au schéma qui est là. Donc, si on augmente l'angle de déflexion, on va aussi augmenter l'angle du choc. Et là, on s'approche du choc droit, qui est un choc sévère, un choc brutal, un choc fort, où vous avez un maximum de dépenses d'énergie.